Bonjour, je m'appelle Fatoumata Kébé et je suis astrophysicienne depuis bientôt 10 ans. Dans ce podcast, je vais vous parler de ce qui me passionne. L'espace, le ciel, les étoiles, mais je veux le faire depuis les territoires ultramarins. Observer le système solaire, c'est aussi faire de la Terre un terrain d'observation privilégié pour comprendre certains phénomènes célestes. Dans cette quête, les territoires d'outre-mer, dispersés comme des étoiles sur la carte de la Terre, et notamment dans l'hémisphère sud, offrent la possibilité d'observer des phénomènes rares ou de réaliser des études astronomiques à nul autre pareil. Une porte d'entrée vers l'espace, deuxième partie. Notre planète nous semble immense, et pourtant elle ne présente qu'un minuscule fragment du système solaire. Pour comprendre la chorégraphie cosmique à laquelle elle appartient, il ne suffit pas de regarder des cieux depuis quelques sommets choisis sur chaque continent. Il faut déployer des antennes, des télescopes, des instruments de mesure là où le monde se fait silence. Et multiplier les points d'ancrage autour du globe, y compris dans des lieux parfois isolés. Ces pratiques d'observation inscrivent la recherche astronomique dans la durée et dans la précision. Les études menées sur certains territoires ultramarins aux conditions d'observation exceptionnelles, nous en avons plusieurs fois parlé dans les épisodes précédents, ouvrent des portes sur un champ infini de connaissances du système solaire. Pour vous montrer, je voudrais vous donner un premier exemple, les transits de Vénus. C'est un phénomène astronomique rare, durant lequel la planète Vénus passe exactement entre la Terre et le Soleil, occultant une petite partie du disque solaire. Depuis la Terre, on observe alors Vénus comme un petit disque noir, se déplaçant lentement devant le Soleil. Ce phénomène est similaire à une éclipse de Soleil, mais à bien plus petite échelle. Depuis les Outre-mer, principalement basés dans l'hémisphère sud, on observe ce phénomène dans de très bonnes conditions par rapport à la France hexagonale, par exemple. Et cela peut être très utile. C'est en effet en observant le transit de Vénus depuis 2 points éloignés sur Terre que les astronomes ont pu utiliser une méthode, la méthode de la parallaxe, pour calculer avec précision la distance qui sépare la Terre du Soleil. Vous avez déjà dû entendre parler du navigateur britannique James Cook. Il fut justement le témoin privilégié d'un transit de Vénus. Je vous raconte. Au cours du XVIIIe siècle, le capitaine James Cook mena une expédition scientifique majeure passant par Tahiti à bord de l'Endeavour. L'un des objectifs de cette expédition était justement d'observer et de chronométrer le passage de Vénus devant le Soleil afin de permettre le calcul de la distance Terre-Soleil. Son navire quitte l'Angleterre le 25 août 1768 et arrive à Tahiti le 5 avril 1769. Cook et son équipage établissent un observatoire au nord de la baie de Matavai, sur l'avancée de sable noir, qui offre une vue dégagée sur le ciel. Ce site sera plus tard nommé Pointe Vénus. Un petit fort appelé Fort Vénus est construit pour installer les instruments scientifiques et assurer la sécurité de l'expédition. L'astronome anglais, Charles Green, est chargé des observations, assisté par Cook et d'autres membres de l'équipage. Le 3 juin 1769, ils assistent à un transit de Vénus. À cette occasion, des données sont collectées à Tahiti, mais aussi dans 77 autres lieux à travers le monde. Et c'est bien grâce à ces observations, couplées à de savants calculs, qu'un astronome français, Jérôme Lalande, contemporain de Cook, va déterminer la distance de la Terre au Soleil. On est en 1771. Jérôme Lalande va estimer cette distance à 153 millions de kilomètres. Cette distance est bien connue aujourd'hui et elle a été affinée avec des méthodes et des moyens modernes. On sait qu'au plus loin, la distance Terre-Soleil est de 152 millions de kilomètres. Jérôme Lalande ne s'était trompé que d'1 million de kilomètres. Autrement dit, une bagatelle. Au-delà de la Polynésie française et de ses formidables conditions de visibilité, les autres territoires d'outre-mer offrent aussi de forts avantages pour l'observation du ciel. Pas étonnant qu'ils se dotent donc d'installations spécifiques et parfois exceptionnelles. On l'a déjà évoqué au tout début de ce podcast, en Guyane, au cœur de la forêt équatoriale, a été implanté le centre spatial guyanais. Dans le monde, ce territoire est devenu un point stratégique pour les lancements vers l'espace et les mesures in situ de l'environnement spatial proche.
mais je ne m'attarde pas, car je vous en ai déjà longuement parlé. Direction la Réunion, au sommet du Maïdo, où se trouve un observatoire atmosphérique qui, lui aussi, est une porte grande ouverte sur l'espace. Le sommet du Maïdo est situé à 2200 mètres d'altitude, au-dessus de la couche nuageuse et à l'abri de la pollution industrielle. Dès les années 90, il est déjà un lieu d'observation de l'atmosphère, mais il faut attendre 2007 pour que la construction de l'observatoire à proprement parler débute. Il est inauguré en 2013. Depuis, chaque jour, il collecte de nombreuses données, notamment sur l'évolution de la composition de l'atmosphère, l'empreinte chimique du Soleil sur l'atmosphère, ou encore les vents solaires. Commençons par l'évolution de la composition de l'atmosphère. L'observatoire du Maïdo enregistre la quantité de gaz à effet de serre présente dans l'atmosphère, comme le méthane. Ces gaz retiennent la chaleur dans l'atmosphère et contribuent au réchauffement climatique. Vous en entendez régulièrement parler. Au Maïdo, on mesure également la quantité d'aérosols dans l'air. Les aérosols, ce sont ces minuscules particules solides ou liquides en suspension. Les cendres volcaniques en sont un exemple. Ce type de particules joue un rôle non négligeable dans la formation des nuages et influence le climat en réfléchissant ou en absorbant la lumière du soleil. L'observatoire répertorie d'autres particules que vous connaissez aussi, les particules fines. Comme leur nom l'indique, ce sont des particules de très petite taille qui peuvent pénétrer profondément dans les poumons et sont nocives pour la santé humaine. Elles sont par exemple le résultat de la combustion du carburant dans les véhicules. Je voudrais vous parler de la seconde activité de l'observatoire du Maïdo, la mesure de l'empreinte chimique du Soleil dans les molécules de l'atmosphère. En tant qu'astrophysicienne, cette mission de l'observatoire m'intéresse particulièrement. C'est un phénomène assez méconnu du grand public, mais en traversant l'atmosphère, la lumière du Soleil est modifiée par les différents gaz présents. L'oxygène, la vapeur d'eau ou le dioxyde de carbone absorbent une partie bien précise de la lumière du Soleil. En analysant cette lumière avec des spectromètres, on peut voir quelles parties ont été absorbées et savoir quels gaz sont présents dans l'atmosphère et en quelle quantité. C'est un peu comme si on utilisait la lumière du Soleil comme une lampe pour révéler la composition de l'air grâce aux traces laissées par chaque molécule. Cette méthode permet de surveiller la qualité de l'air, de suivre l'évolution des gaz à effet de serre, détecter la pollution et observer l'état de la couche d'ozone. Ces recherches montrent un élément essentiel. Je vous ai pas mal parlé d'instruments comme les marégraphes, les satellites ou à l'instant des spectromètres pour nous aider à mieux comprendre notre environnement. Mais dans ce cas-là, c'est le Soleil et de manière plus précise sa lumière qui est un instrument. Naturel et puissant, il contribue à scanner l'atmosphère. Si tant est qu'on sache le lire. Au Maïdo, on étudie la lumière du Soleil, mais aussi des phénomènes extrêmes liés à l'énergie venue de cette étoile, dont la température de surface est d'environ 5500 degrés Celsius. Je pense là aux vents solaires. Ces vents sont des flux de particules constitués essentiellement de protons et d'électrons éjectés à grande vitesse par le Soleil. On ne peut ni les voir ni les sentir directement à la surface de la Terre. Mais indirectement, les vents solaires peuvent produire des phénomènes visibles comme les aurores boréales. Car lorsque ces vents soufflent avec plus de force, l'atmosphère terrestre réagit. L'observatoire du Maïdo est capable de détecter ces vents solaires, leur puissance et leur variation, mais ces instruments peuvent aussi mesurer en continu l'intensité du rayonnement ultraviolet sur la surface terrestre. En effet, selon l'activité du Soleil, une plus ou moins grande quantité de rayons ultraviolets peut atteindre la surface terrestre. Il est important de pouvoir mesurer la quantité de ces rayons car ils ont des effets nocifs. Ils nuisent à la photosynthèse et à la croissance des plantes, ils augmentent les risques de cancer de la peau, provoquent des cataractes et affaiblissent le système immunitaire chez l'humain. L'Observatoire atmosphérique du Maïdo est donc un pont entre l'astronomie et la climatologie, entre les rythmes célestes et les équilibres terrestres. Les mesures qui y sont réalisées permettent d'ajuster les modèles climatiques en prenant en compte les changements de composition de l'atmosphère sur le climat. Ajuster les modèles climatiques, c'est rendre des prévisions sur le climat plus précises et plus fiables dans le but de mieux comprendre les changements en cours
et d'anticiper les évolutions futures. Réchauffement, événements extrêmes, etc. Ainsi, les scientifiques, les décideurs et la société peuvent prendre de meilleures décisions pour s'adapter et protéger l'environnement. À mes yeux, cette recherche rigoureuse, minutieuse, constamment recalibrée, aidée aujourd'hui d'instruments précis et de protocoles stricts, n'est pas sans poésie. Car il y a dans ces observations quelque chose de profondément humain. La volonté de comprendre d'où nous venons, ce besoin de situer notre planète dans le balai complexe des corps célestes. Il y a, dans chaque capteur installé, chaque graphique tracé, chaque rayon mesuré, le prolongement d'un geste ancestral, celui de lever les yeux vers le ciel pour saisir quelque chose de nos origines. Tout ceci nous emmène vers notre prochain épisode où nous nous intéresserons à la navigation pratiquée de manière ancestrale par les peuples polynésiens. Car eux aussi, depuis des millénaires, lèvent les yeux vers les cieux. Vous venez d'écouter Sous les cieux d'Outre-mer, une coproduction Initial Studio et Outre-mer La Première. Ce podcast a été écrit par Fatoumata Kébé. La réalisation et la musique sont signées Théo Boulanger.